Bonjour à tous et bienvenue à ces nouveaux rendez-vous qui vous est offert par GP Conseil. Donc, c'est temps d'échange et de partage autour d'un sujet important, la liberté d'aller et venir, une approche éthique en établissement social et médico-social. Nous avons choisi ce thème qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui avec la nouvelle réforme de la Haute Autorité de Santé pour les évaluations et du coup l'intégration, l'inscription de la liberté d'aller venir comme l'un des critères impératifs au sein du référentiel. Mais on parlera de tout ça tout au long de ce webinaire. Déjà, je voudrais simplement vous présenter donc Ludivine Bonsivenga qui a accepté de participer avec nous, donc de témoigner, de faire voilà, de faire bénéficier à tout le monde de son expérience et de son expertise. Je remercie beaucoup Ludivine d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Ludivine Bensivenga, je suis directrice d'un IME et d'un CESAD sur Maubeuge, porté par l'APEI Les Papillons Blancs. Nous accueillons dans nos établissements et services 60 enfants pour l'IME, 60 enfants pour le CESAD, présentant une déficience intellectuelle ou des troubles du spectre autistique, et ils sont âgés de 4 à 14 ans pour vous donner voilà, une dimension sur le public accueilli. Merci Ludivine. Alors, nous avons un parcours assez long avec Ludivine parce que du coup, on a travaillé pas mal de temps ensemble, notamment pour la mise en place via GEPI d'un comité d'éthique en établissement. Donc, cela nous a permis d'évoquer pas mal des sujets qui ont des contours éthiques, dont aussi pour partie la liberté d'aller venir, même si ce n'était pas forcément le sujet principal, mais on a toujours touché des sujets importants. Donc moi-même, Alice Muller, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc consultante pour GEPI Conseil, formatrice et également évaluatrice qualifiée pour la Haute Autorité de Santé. Je travaille depuis 15 ans aux côtés des professionnels et des usagers pour la qualité dans le secteur social et médico-social. Donc maintenant, un petit aperçu de GEPI Conseil qui vous offre ces webinaires. Donc une société qui accompagne les établissements, les associations, les groupements depuis plus de 20 ans et avec une expertise de plus de 30 ans dans le secteur social et médico-social. GEPI Conseil intervient à vos côtés pour sur les sujets d'auto-évaluation, des RGPD, des risques et des URP, de projets d'établissement. Il vous accompagne sur tous les projets individuels et institutionnels. Elle vous apporte donc une approche globale et structurée autour des 4 pôles d'intervention. Il vous propose des audits pour comprendre dans le détail et dans la spécificité vos réalités, identifier les leviers d'amélioration. Il vous aide dans la co-construction à identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins. Elle propose aussi une suite logicielle sur différentes dimensions de votre pilotage des structures entre la qualité, le RGPD, le dossier unique de l'usager et également des formations pour la montée en compétences de vos collaborateurs grâce à sa certification Calliope. Donc, ce webinaire, comme d'habitude, il est enregistré. Nous serons ensemble pendant à peu près 1 heure et il vous sera retransmis à la suite du webinaire en replay pour ceux qui voudront voilà, le revoir ou pour ceux qui ne seraient pas présents aujourd'hui. Alors, le programme de ce webinaire, c'est sûr que la liberté d'aller venir est un vaste sujet. Nous n'aurons pas la prétention en 1 heure de faire les tours. D'ailleurs, je devance un tout petit peu, mais je vous annonce qu'à ce sujet, nous aurons la possibilité d'aller plus loin si vous le souhaitez lors d'une formation qui vous sera proposée les 14 et 21 septembre après-midi en visio. Simplement, aujourd'hui, on essaye d'aborder avec Ludivine un certain nombre de points, d'éléments qui vont sûrement voilà, toucher des questionnements habituels que vous allez sûrement avoir aussi chez vous.
On va essayer déjà de rentrer dans le sujet par les aspects plus philosophico-juridiques, voilà, pour voir un petit peu comment la liberté d'aller venir est entendue dans le secteur social et médico-social. Essayer de définir le périmètre, qu'est-ce qu'on entend par liberté d'aller venir, qu'est-ce qu'on peut y mettre derrière. Et puis, on va rentrer forcément aussi dans ce qui est le plus complexe, hein, forcément à gérer. Qui dit liberté dit restriction. C'est bien pour ça qu'on est là, c'est-à-dire les restrictions à la liberté d'aller venir, parfois on les met en place, on ne sait même pas qu'il s'agit de cela, ou alors on les fait sans trop en avoir conscience. Et on a besoin aujourd'hui de les identifier pour mieux les maîtriser. Donc, on va essayer de bien identifier quand est-ce qu'on est confronté à des restrictions de liberté d'aller venir, et puis de voir effectivement face au dilemme que la garantie de la liberté va forcément mettre voilà, en place, comment peut-on répondre à ces dilemmes? Quels sont les outils, en tout cas, que nous avons à disposition, sans prétendre à donner toutes les réponses, bien évidemment. Donc, c'est parti. Pour commencer ce webinaire, j'ai envie de vous partager la parole des protagonistes principaux de l'accompagnement, à la fois la parole des personnes accompagnées d'un côté et puis celle des professionnels. Le reste de notre vie, on est là, on a envie de rester chez nous. J'aime la solitude, moi ça ne me gêne pas. Il y en a qui ont besoin de parler, moi je préfère aller me promener, marcher. J'ai perdu de l'indépendance et de la liberté ici. C'est une dame qui parle dans un EHPAD. J'aimerais avoir un peu de liberté pour les sorties, les loisirs. On arrive à un âge où on a envie de se dépenser. L'animation nous tire par les pieds. La meilleure chose, c'est la liberté d'y aller ou pas. Notre incapacité physique de passer à l'acte arrange les professionnels. Là, on est dans un établissement, un foyer, un MAS pour personnes en situation de handicap. Et ensuite, excusez-moi, les questionnements des professionnels. Alors, ce sont des questions que je peux recueillir lors d'une formation sur la liberté d'aller venir dans un foyer de vie. Comment répondre aux besoins d'autonomie sans restreindre la liberté d'action pour sécuriser? Est-ce qu'on peut obliger une personne à faire des activités tous les jours? La liberté d'aller venir se trouve déjà être un droit. Pourquoi nous questionner à ces sujets? Bonne question. Où s'arrête cette liberté? Comment faire en cas de différence de point de vue avec les familles, notamment lorsqu'elles sont tutrices? On en verra quelques exemples. Sommes-nous responsables si quelque chose arrive au résident et qu'il est en dehors de l'établissement? Et pour terminer, comment assurer la liberté d'une personne ayant besoin d'être accompagnée? Être libre nécessite forcément d'être autonome? Alors, j'aime beaucoup cette dernière question qui, comme je le disais, est ressortie donc au démarrage. Hein, je commence toujours les formations par les questionnements des participants. Et j'aime beaucoup cette question parce qu'effectivement, ça pose vraiment le débat. Être libre nécessite forcément d'être autonome. Ça va plus loin. Cette question sous-entend comment fait-on finalement pour assurer la liberté d'une personne lorsque son autonomie est atteinte, lorsque son état de vulnérabilité vient impacter sa capacité à poser des choix autonomes. Forcément, la liberté, tant que, entre guillemets, tout va bien, on peut l'exercer tant que l'on est autonome, que l'on garde notre état d'autonomie, on peut l'exercer sûrement de façon plus simple, mais tout se complique quand on est impacté, on est affecté dans notre autonomie et quand l'intervention d'un tiers se rend indispensable. Alors, c'est là qu'on va essayer effectivement de dénouer un petit peu les choses, mais avant de rentrer effectivement dans un débat plus spécifiquement lié à l'exercice de cette liberté, il est important quand même toujours, on le sait, de faire le point sur les termes, sur
voilà, comme on disait, le cadre juridique et philosophique de cette liberté. On va passer quelques textes, rapidement, quelques textes de droit français. Il y a des textes, évidemment, de droit international aussi qui parlent de la liberté d'aller et venir. On n'aura pas le temps de les passer en revue. On va vraiment cibler pour comprendre ces termes, à la fois les textes de droit français généraux et puis le contexte spécifique, très rapidement, de l'action sociale et médico-sociale. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pose déjà de façon voilà, très significative le décor sur la liberté. Donc, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et le but de toute l'association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc, on retient bien des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a des bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Or, en fait, comme je l'explique souvent quand je parle de l'éthique, on parle de liberté, mais de la même manière, on parle de dignité. On parle de liberté, on parle de dignité comme des caractéristiques, des conditions qui sont intrinsèques à la nature humaine. C'est pour ça qu'on parle de droits naturels. Nous ne sommes pas là face à des droits positifs, nous sommes là face à des droits naturels et intrinsèques donc à la condition humaine. Cela est un point très important à retenir. Mais avant d'aller plus loin là-dessus, on va aussi citer la Constitution, puisque dans la Constitution, on va affirmer le principe de sûreté, c'est-à-dire qu'à côté de la liberté, on va garantir que nul puisse être arbitrairement détenu. Cela signifie que, effectivement, l'État intervient de façon à ce que toute personne puisse conserver cette liberté et ne pas être arbitrairement détenue. Alors, comme je le disais à l'instant, la liberté d'aller et venir est donc un droit fondamental et inconditionnel. C'est une liberté qui, dans les pays démocratiques, parce que c'est bien quand même de préciser de quelle place on parle, c'est pas partout pareil, cette liberté, elle est exercée sans qu'on ait à la revendiquer, sans qu'on ait à la justifier. Et pourtant, on est là aujourd'hui à en parler. Et ça me fait penser à cette professionnelle, cette dame qui me disait, c'est déjà un droit, pourquoi doit-on en parler? Eh bien, pourquoi doit-on en parler? C'est parce que, effectivement, cela ne va pas de soi. Mais effectivement, voilà, la liberté d'aller venir, c'est c'est quelque chose, c'est un droit fondamental inconditionnel pour lequel, effectivement, on n'a pas besoin de demander une autorisation préalable et c'est un droit imprescriptible. Donc, quelle que soit la condition de l'être humain, qu'il soit vulnérable, qu'il soit atteint, qu'il soit diminué, qu'il puisse traverser une phase où qu'il soit définitivement atteint dans ses capacités, il garde sa liberté comme sa dignité. Alors, une fois que nous avons vu effectivement ces éléments de base, on se rend compte, comme le disent les grands philosophes, comme Sartre ou John Rawls, de ce fait, les seules limites qu'une liberté rencontre, elle les trouve dans la liberté. La liberté ne peut être limitée qu'au nom de la liberté. Et de ce fait, l'intervention du droit, des textes de loi, va être pour organiser, pour préserver, pour rendre effective cette liberté. Et c'est là aussi que nous allons voir, y compris dans le secteur social et médico-social, lorsque le droit intervient, parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes de loi par rapport à la liberté d'aller et venir, il le fait pour préserver, il le fait pour pouvoir donner
les conditions qui éventuellement pourraient limiter les restrictions, la liberté, donc pourraient restreindre la liberté. Mais cela ne peut se faire que si cette liberté est en conflit avec un autre droit fondamental, avec une autre liberté ou la liberté d'autrui, selon le principe de justice, comme on l'a dit. Donc, l'État, lui, par exemple, il va poser des libertés à la liberté d'aller venir. Il va poser, pardon, des limites à la liberté d'aller venir pour justement permettre de prévenir des situations d'atteinte à la sécurité, d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Oups, pardon. Excusez-moi. Et à l'ordre public. Ça, par le Conseil constitutionnel de 1979. Mais l'État peut intervenir aussi pour favoriser l'exercice de cette liberté en prescrivant, en obligeant à certains comportements, à certains aménagements, comme par exemple, on va poser par exemple des mesures de compensation là où la liberté d'une personne, par exemple en situation de handicap, serait entravée, et bien là, on a des aménagements spécifiques pour assurer l'accessibilité physique et environnementale. Donc, voilà, nous avons là un certain nombre de piliers posés par le droit français. Maintenant, on va rentrer dans le droit spécifique au secteur social et médico-social. Je suis très attachée au texte de cet article, 311-3, que je cite souvent parce qu'il reprend effectivement l'ensemble des droits et des libertés fondamentales qui sont garantis à la personne qui rentre dans un établissement social et médico-social. Il est important de relever que le premier alinéa, où on dit que sont garantis à la personne le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement. Il faut remarquer que cette dernière partie de la phrase que j'ai surlignée en vert et qui nous intéresse aujourd'hui a été rajoutée dans une version successive lors d'une actualisation, d'une mise à jour de cet article. Elle n'était pas prévue dès le départ, dès 2002. Seulement de la version de 2015 jusqu'à ces jours. Donc, la liberté, on a ressenti quand même les besoins et suivra en 2016, on le verra tout à l'heure aussi, un décret qui est paru pour spécifiquement le secteur des EHPAD, qui intervient également pour justement réguler la liberté d'aller venir. D'où l'importance que ce sujet de la liberté d'aller venir prend encore bien sûr encore plus aujourd'hui, et on a eu le besoin de le réaffirmer aussi par cet article qui initialement n'évoquait que tous les autres droits fondamentaux et pas la liberté d'aller venir. Pour terminer, nous allons citer trois chartes qui également parlent de la liberté d'aller venir. Donc, nous avons la charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance qui date de 2007. Toute personne âgée dépendante doit conserver sa liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société. La charte éthique d'accompagnement du grand âge de 2021, à l'article 2, nous dit qu'il faut favoriser l'exercice par la personne de l'ensemble de ses potentialités, se préoccuper de l'effectivité de ses droits, et tout en réduisant au maximum les restrictions éventuelles à l'exercice de ces libertés. C'est important parce que si on prend la dernière charte, qui est la plus connue, la charte des droits et des libertés de la personne accueillie, on connaît tous par cœur, dans l'article 8, le droit à l'autonomie, on voit que cette question des limitations revient de façon encore plus évidente, encore plus importante, puisque on énonce dès le départ, dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement, et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles
ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcées, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. À cet égard, les relations avec la société, les visites de l'institution à l'extérieur de celle-ci sont favorisées. Donc, liberté garantie, mais avec des limites. Oui, mais dans un cadre où les décisions de justice, parfois, on sait, dans certains contextes d'accueil aussi, des obligations contractuelles, on verra comment, lesquelles, toute obligation contractuelle, toute référence, tout article qu'on peut inscrire dans le règlement de fonctionnement, est-il véritablement opportun à limiter la liberté d'aller venir? Parce que c'est là que se situe notre question. Bien aussi les mesures de tutelle et de curatelle renforcées, les mesures relatives à la personne qui pourraient effectivement limiter la liberté et d'aller et venir. Donc, voici un petit peu les cadres, mais on reviendra sur la question de restriction. Ce n'est pas tout de suite notre sujet. Là, on va aussi voir avec Ludivine ensemble la question du périmètre de la liberté d'aller venir. C'est-à-dire, une fois qu'on a vu un petit peu ce cadre juridique et philosophique des questions de liberté, alors de façon très rapide, je m'en excuse, on a besoin aussi d'identifier qu'est-ce qu'on va mettre derrière cette notion de liberté d'aller et venir. On vient de le voir quelque part. Les chartes que nous avons évoquées nous ont bien parlé de la liberté de communiquer, donc de rentrer en communication, d'être en lien, de se déplacer, de participer à la vie en société. La liberté d'aller venir, elle est elle est associée dans le secteur social et médico-social de façon très forte à la question du lien avec la société, du maintien des liens avec ses proches, de la possibilité de circuler librement, donc de pouvoir avoir des visites en établissement, et on reprendra parce que des choses ont été depuis instituées avec des nouvelles instructions. Donc, les visites au sein de l'institution et à l'extérieur sont favorisées. Donc, on est sur, d'emblée, la première chose, une liberté de circulation. Donc là, la liberté de se mouvoir, de stationner, de séjourner, de se déplacer, ça c'est de façon générale, de se réunir, de manifester, de choisir son mode de vie, d'entreprendre ses activités. Bien sûr, dans un établissement social et médico-social, on le verra, il y a pas mal de facteurs qui peuvent impacter la possibilité d'exercer cette liberté de circulation. Mais je voudrais quand même compléter cette définition, ces éléments qu'on peut capter des différentes sources par ce positionnement de la conférence de consensus qui est l'un des presque seuls documents que nous avons vraiment explicitement sur la liberté d'aller venir dans le secteur, officiel bien sûr, donc de la ANAS. Cette conférence de consensus a eu lieu en 2004 et il est indiqué que bien sûr la liberté d'aller venir, c'est tout ce qu'on a décrit jusque-là, mais c'est également la possibilité de prendre des décisions pour la personne, de prendre des décisions pour elle-même et de mener la vie qu'elle souhaite au sein du lieu de vie qu'elle a choisi. Vaste sujet, vaste programme. Parce que forcément, ça va reprendre un petit peu le débat que nous avions en début de webinaire. La liberté est tout à fait intimement liée à la question de l'autonomie. Ça veut dire que pour exercer sa propre liberté, on doit être en capacité de poser des décisions de façon autonome. Et si on n'en est pas tout à fait capable, parce qu'on n'est pas encore tout à fait capable ou parce qu'on a perdu nos capacités, et ben, du coup, ça veut dire qu'on doit être soutenu dans cet exercice-là.
Or, si ça veut dire aussi pouvoir mener la vie qu'on souhaite au sein du lieu de vie qu'on a choisi, c'est évident qu'on ouvre un petit peu le spectre de la liberté d'aller venir. Euh, on va toucher à d'autres registres qui ne sont pas que la libre circulation. Donc, avec Ludivine, on voulait partager avec vous, par exemple, la question de la recherche du consentement à l'entrée dans un service ou dans un établissement. Parce que ça, du coup, forcément, vient tout à fait incarner le propos qu'on vient de lire, le lieu de vie que la personne a choisi. Alors, on sait très bien, hein, dans la théorie, on est tous d'accord, mais quelque part, quand on est dans le concret, hein, dans le concret des structures, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai pu rencontrer, par exemple, un grand nombre d'EHPAD qui pouvaient admettre des personnes sous demande de la famille, sur demande de la famille, personnes qui n'étaient pas forcément non plus sous mesure de protection, auxquelles on n'avait pas forcément pu poser la question. Mais j'ai pu travailler aussi avec des EHPAD qui choisissaient de ne pas accueillir des personnes si leur avis était contraire à l'entrée en institution. J'ai aussi été confrontée à une situation qui m'avait beaucoup touchée dans un foyer de vie, un foyer d'hébergement, où une dame d'une cinquantaine d'années en situation de handicap, qui était accueillie depuis quelques années, souhaitait rejoindre son amoureux en EHPAD, mais la sœur tutrice n'était pas d'accord. Et ces débats, voilà, cela avait déclenché donc un débat assez important dans les équipes parce que la personne avait pu quand même visiter l'EHPAD, avait pu manifester son envie d'aller là-bas et la sœur était par contre inquiète que cela puisse l'attirer vers le bas, que cela ne puisse pas être adapté, que la personne se sente mal parce qu'elle trouvait que l'EHPAD n'était pas adapté à son état, à sa condition. Ce débat a fait l'objet d'une saisie du comité d'éthique de cette association. Donc, c'est vrai que la question du consentement, ce n'est pas une question qui va de soi. Et peut-être que Ludivine, vous pourriez nous illustrer un petit peu, voilà, comment vous êtes confronté aussi à cette question du consentement, que ce soit à l'entrée des enfants en IME ou bien à leur sortie. Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, on recherche systématiquement le consentement de l'enfant et des représentants légaux, hein, puisque ça fait partie de la liberté d'aller et venir. Donc, en visite de préadmission, donc quand les enfants arrivent chez nous, on demande à ce que les deux parents puissent être présents, ainsi que l'enfant, même si on est sur des jeunes enfants, on pense qu'il est important qu'ils puissent visiter l'établissement. Les deux parties signent le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement ainsi que le DIPC. Donc l'enfant signe aussi. Et pour les enfants qui ne sont pas en capacité de signer, pour les plus jeunes, les enfants qui ont des troubles plus conséquents, on a investi dans des petits tampons avec un pouce vert pour donner son accord et un petit pouce rouge pour exprimer qu'il n'est pas d'accord. Donc ça se voit aussi dans l'observation de l'enfant lors de la visite. On essaie de lui demander s'il aime bien, s'il apprécie, s'il se voit ici, ce qu'il a préféré à la fin de la visite. Donc, ça nous permet de recueillir de cette façon le consentement. Mais je pense que c'est important aussi et ça peut être important pour lever des barrières ou répondre aux questions s'il y en a, que ce soit des enfants ou des familles. Et comme l'expliquait tout à l'heure Madame Muller, pour des adultes qui n'ont pas forcément leur faculté, leur autonomie, nous, on est avec des jeunes enfants, des enfants qui ont des troubles du comportement. Je pense qu'on peut toujours adapter, s'ajuster, et c'est à nous de réfléchir comment on va recueillir leur consentement lorsque c'est compliqué pour eux.
Quand les enfants ont l'âge d'aller sur des établissements ados, puisqu'ils sont chez nous jusqu'à 14 ans, ils ont aussi le choix d'aller sur plusieurs établissements qui s'offrent à eux. Donc, on a organisé des rencontres vœux, parcours et orientation, où on rencontre la famille, l'enfant, l'éducateur référent également, et on demande à l'enfant s'il sait se positionner, s'il a déjà visité les différents établissements et on formalise, on signe tous ensemble les vœux et les orientations de l'enfant. Et s'il ne s'est pas décidé, on procède avec les autres directions des établissements adolescents à des visites pour que l'enfant puisse, à l'issue des visites, décider du lieu où il s'est senti le mieux, du lieu où il a envie de poursuivre son parcours. Voilà, donc on essaie vraiment d'investir, de créer des moments phares dans le parcours de l'enfant pour recueillir son consentement, quel que soit l'âge, quelle que soit l'autonomie et quels que soient les troubles associés. Et effectivement, bah, Ludivine, vous me disiez, il y a parfois des moments où justement le recueil de ce consentement, qui est évidemment une très bonne pratique, mais peut créer des tensions entre bah, le positionnement de la famille et puis le positionnement de l'enfant. Tout à fait. Donc, on a déjà eu le cas, en effet, sur des suites de parcours où l'enfant avait un choix différent de son parent. Dans le cas d'une première famille, on leur a proposé d'aller visiter les établissements. Les parents connaissaient un établissement et l'autre enfant avait déjà été faire des activités avec son groupe éducatif dans un autre établissement et il s'y voyait davantage. Donc, on a essayé d'évoquer cette possibilité avec les parents de mûrir la réflexion, d'aller visiter l'établissement et voilà, les parents ont accepté. Ils ont cheminé sur la réflexion et ont penché pour la décision de l'enfant. Donc ça s'est plutôt bien terminé sur cette suite de parcours et l'enfant a pu avoir un accueil dans l'établissement qu'il avait choisi et les parents ont suivi sa décision. Dans un autre cas, on avait la même configuration, sauf que la maman, elle-même en situation de handicap, était allée dans un établissement pour elle. Elle y avait passé un beau parcours et elle n'imaginait pas que son enfant puisse aller ailleurs. Il y avait une forme Hmm. de confiance dans cet établissement-là. Et donc pour elle, son enfant devait poursuivre, suivre aussi son parcours de la même façon que pour l'autre famille, était visité l'établissement, mais elle a choisi de rester sur sa décision. Et c'est vrai que dans notre cas, hein, les enfants sont mineurs et donc la décision revient quand même aux parents qui ont l'autorité parentale. Et Hmm. il est allé dans l'établissement qu'il n'avait pas forcément choisi. On a essayé de voir pour qu'il puisse, en tout cas, avoir des activités dans l'établissement, puisqu'il y a des activités interétablissements qui se font, voilà, pour lui laisser Hmm. quand même une ouverture sur son choix. En tous les cas, l'un ou l'autre des exemples, voilà, revient à la famille, la décision. Nous, en tant qu'équipe, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse informer et prendre le temps suffisamment tôt pour préparer cette suite de parcours et préparer la décision finale. Voilà, effectivement, comme on le dit, du moins assurer que le choix de l'enfant puisse être posé, même si effectivement après on est Tout à fait. aussi voilà, limité par un certain nombre de contraintes, notamment juridiques, hein, Mhm. voilà, qui s'imposent à nous et qui, bon, quelque part, on n'a pas statué là-dessus. Ok, donc merci Ludivine pour ces témoignages. Euh, Nous allons donc maintenant aborder un petit peu la question justement des restrictions, puisque nous avons voilà, vu maintenant sur quel périmètre la liberté d'aller venir se positionne, quelle dimension elle prend en compte. Mais depuis le départ, voilà, on sait que euh, lorsque l'on parle de liberté, d'emblée, on est confronté à ce qui vient limiter, à ce qui vient restreindre ces libertés. D'ailleurs,
si vous vous en souvenez bien, dans l'article de loi dont on a parlé, le 311-3, si vous vous souvenez, juste avant le droit d'aller et venir librement, qui est cité à la fin, on a les droits à la sécurité. Et alors, bien souvent, justement, liberté et sécurité ne vont pas forcément ensemble. En tout cas, ça soulève un certain nombre de questionnements. Donc, comme je le disais, parfois, les établissements, les équipes sont amenées à poser un certain nombre de contraintes sans même tout le temps se rendre compte que cette contrainte, alors qui est posée, parfois elle existe de fait, parfois elle est posée dans l'organisation, dans la façon par les moyens aussi dont on dispose, par la façon dont on a imaginé les choses. Mais parfois, voilà, ces contraintes à la liberté d'aller venir, on n'en a pas tout à fait conscience qu'il s'agit de cela. Or, voilà, encore une fois, voilà, je reprends ces éléments de la conférence de consensus de l'ANAS sur le sujet de la liberté d'aller venir, puisque effectivement, elle a répertorié les motifs, les raisons qui sont à l'origine de ces restrictions à la liberté d'aller venir et voilà, qui sont souvent, donc qui légitimement peuvent être évoquées dans les établissements. Alors, nous avons des raisons qui tiennent à l'organisation territoriale des établissements. Donc ça, on est vraiment même dans des questions qui dépassent les établissements eux-mêmes. Mais souvent, l'offre des services, la distribution des établissements sur le territoire ne permet pas de garantir ces principes de proximité et de libre choix. Il m'est arrivé, par exemple, voilà, de visiter cette résidence accueil dans un centre qui pourtant était plutôt urbanisé, mais qui était loin de tout type de transport public, des transports urbains. Donc, si dans une résidence autonomie, la personne n'était pas forcément dans une situation, des conditions qui lui permettaient de prendre des transports exceptionnels, le lien, il y avait pas mal de résidents qui se plaignaient dans les interviews de ne pas pouvoir justement vivre dans la cité, ce qu'ils étaient limités par cette question d'éloignement des transports publics. Il peut y avoir aussi des raisons architecturales, des lieux de soins et d'hébergement. En termes toujours d'accessibilité, il m'est arrivé d'évaluer des EHPAD, par exemple, qui étaient au bout d'une colline avec un chemin très, très difficile d'accès, ce qui, vous l'imaginez bien, ne permettait pas d'assurer une sortie aisée à des personnes à mobilité réduite. Il peut y avoir des raisons organisationnelles. Par exemple, voilà, des restrictions qui seraient assurées, qui seraient mises en place pour assurer la réalisation des soins ou pour prendre en compte le collectif. Par exemple, il est facile de trouver que, par exemple, on va pas pouvoir assurer des sorties accompagnées des résidents dans certains établissements du fait que les matins, justement, on a une organisation de soins. Il peut y avoir encore des raisons liées à la sécurité. Alors là, on a pléthore d'exemples qu'on peut donner, mais bien sûr, en premier, toutes les raisons qui amènent à la protection de la personne elle-même ou des tiers, comme on peut le retrouver, par exemple, dans les unités de vie protégées. Il y a encore les raisons médicales qui peuvent instaurer des restrictions, là où on a par exemple des situations de pandémie, des situations de risque de contagion, des situations où voilà, les personnes subissent des altérations cognitives ou disons des difficultés physiques. Donc là, on peut effectivement avancer des raisons médicales pour restreindre la liberté d'aller venir.
Ou encore des raisons financières qui limiteraient le choix de la personne dans la possibilité d'accéder à tel ou tel type d'établissement. Il m'est arrivé, par exemple, de rencontrer encore une résidence autonomie, une personne qui ne pouvait pas, qui était arrivée dans une résidence autonomie puisqu'elle ne pouvait pas, par ses moyens, accéder à un logement social. Donc voilà, on a tout un ensemble voilà, de restrictions en établissement qui s'appuient sur ces différents motifs, sur ces différentes raisons. Et voilà, disons que il n'est pas l'application concrète voilà, de ces restrictions sur les terrains, ce n'est pas forcément un acte anodin. En effet, comme je le disais, parfois on va restreindre la liberté pour des questions d'organisation ou pour des questions de sécurité. Toutefois, euh, on a besoin de se poser la question, est-ce que ces restrictions que l'on a posées sont véritablement opportunes ou bien on est là en train d'aller sur des restrictions qu'on pourrait dire plutôt abusives. Et cela, on le voit surtout sur les restrictions qui sont de nature globale, collective. Il m'est arrivé, par exemple, je ne dis pas que c'était forcément des restrictions abusives, mais en tout cas, la question a pu se poser. Dans un IME, par exemple, il s'est posé la question de poser une ligne rouge pour éviter les passages de groupes entre les groupes les plus petits et les groupes pardon, des plus grands, pour éviter qu'il y ait le mélange entre les différents âges des enfants. Cela avait posé question puisque les enfants interrogés en CVS indiquaient que le fait de ne plus pouvoir aller dans le groupe des grands, bah, ça les empêchait d'aller voir d'autres enfants qu'ils aimaient bien et qu'ils n'avaient pas l'occasion de voir autrement. Ou alors, ça évoque aussi la question, une situation que j'ai pu aussi identifier dans un CHRS où dans des appartements en diffus qui pouvaient accueillir des personnes en colocation. Il avait été décidé pour des questions de sécurité, de interdire toutes les visites à toute heure du jour et de la nuit dans les appartements en colocation pour éviter effectivement de mettre à mal l'autre personne ou pour éviter des problèmes de sécurité au cas où il y aurait eu voilà, des invités qui ne respectaient pas les règles de l'appartement ou voilà, qui tenaient des comportements peu opportuns. Est-ce que ces restrictions globales sont véritablement voilà, légitimes? C'est ça la question qu'on peut se poser. Et ces questions, pourquoi? Parce que quelque part, les restrictions qu'on peut amener par rapport à la liberté d'aller venir, elles peuvent impacter aussi d'autres droits fondamentaux de la personne. Ils peuvent impacter, par exemple, le droit à la dignité, à l'intégrité. Ils peuvent impacter les droits à la vie privée et familiale, voire les droits à la vie intime et sexuelle. Et voudrais vous donner à nouveau la parole, Ludivine, parce qu'il me semble que cette question a pu se poser également dans l'un de vos établissements qui propose de l'internat où effectivement les restrictions à la liberté d'aller venir peuvent impacter aussi les questions d'intimité. Oui, tout à fait. Donc, sur les IME ados qui accueillent des adolescents, filles et garçons de 12 à 20 ans, on a la possibilité de retrouver en internat donc des filles et des garçons. Et donc, on a eu plusieurs configurations. Premièrement, par âge. Donc, les plus jeunes étaient au rez-de-chaussée, les plus âgés à l'étage.
Et maintenant, on a décidé donc de faire un âge par genre. Donc, il y a un étage par genre, pardon. Donc, les filles sont à l'étage et les garçons au rez-de-chaussée. Ils ont la libre circulation jusqu'au repas du soir. Et à partir d'une certaine heure, il n'y a plus possibilité de circuler pour le respect du sommeil et le respect de la liberté de chacun. Mais c'est vrai que ça interroge, et notamment pour les plus âgés, puisque là, on est quand même sur des enfants mineurs et des enfants majeurs, hein, sur une tranche 12-20 ans, sur la vie affective de ces jeunes. On ne peut pas forcément imposer les mêmes règles collectives pour des enfants de 12 ans et des enfants de 20 ans. Donc, ça a fait l'objet d'un conseil éthique que l'on a au sein du pôle enfance. Et donc, on s'est réunis pour débattre sur ce sujet, puisqu'on a vraiment l'envie de favoriser la vie affective, les relations sociales de tous les jeunes de l'établissement, que ce soit sur l'externat comme sur l'internat. Mais c'est vrai que sur l'internat, la dimension est un peu plus importante. On en est arrivé à la conclusion qu'en tous les cas, il fallait individualiser les réponses et ne pas Mm. avoir une règle collective pour tous les enfants, quel que soit leur âge, leur autonomie, leur maturité aussi, puisqu'on peut avoir des adolescents qui sont plus ou moins jeunes, mais qui ont une certaine maturité, des capacités, euh, une certaine forme d'autodétermination également, où ils peuvent s'exprimer sur leurs choix réels et leurs choix en termes de relations sociales ou affectives, de distinguer aussi des espaces, même si on refuse que ce soit dans les chambres, parce que les chambres, elles sont communes, parce que structurellement, on n'a pas la possibilité. C'est quels espaces on leur donne pour pouvoir garantir cette liberté, de définir aussi peut-être avec les personnes accompagnées, avec les jeunes, qu'est-ce que l'intimité, qu'est-ce que le Mm. consentement, qu'est-ce que la vie affective, la liberté, les droits, qu'est-ce qu'on y met derrière tout ça. Donc, il y a vraiment une dimension d'accompagnement éducatif aux personnes, et travailler vraiment sur des ateliers de sensibilisation, de prévention, pour ne pas restreindre, réduire, mais plutôt accompagner cette liberté. Merci Ludivine. Et effectivement, comme vous le voyez, ce lien entre la liberté d'aller venir et l'exercice de la vie affective, intime et sexuelle, il est assuré dans cette première recommandation de bonnes pratiques de la HAS sur la vie affective et sexuelle qui est apparue en 2025, où on dit effectivement que cette réflexion doit s'inscrire dans une réflexion institutionnelle globale qui doit prendre en compte aussi l'aménagement et le respect des espaces privés, le respect de la vie privée ou encore la liberté de circulation. Et que parfois, effectivement, les règlements de fonctionnement limitent les horaires d'entrée et de sortie de l'établissement ou empêchent l'accueil d'invités externes dans l'espace privatif, mais que du coup, cela doit être effectivement réfléchi toujours dans une réflexion institutionnelle concernant le respect de la circulation des personnes au sein de SMS et à l'extérieur. Bien sûr, à partir du cadre réglementaire et légal existant, sachant que certains contextes d'exercice sont spécifiques. Mais il faut rappeler aussi, j'aimerais quand même bien le rappeler, qu'il y a eu cette instruction très récente du 1er avril 2026 qui a du coup imposé d'élargir le droit des visites dans les établissements sociaux et médico-sociaux. De façon à ce qu'il n'y ait pas véritablement d'horaire, ça ne doit pas se faire sur des horaires contraintes, sur des plages qui seraient indiquées dans le règlement de fonctionnement. C'est explicitement indiqué que les directions ne sont plus autorisées à fixer des horaires de visite, notamment au sein des règlements de fonctionnement ou des contrats de séjour. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un certain nombre de mesures qui viennent petit à petit compléter et rendre plus explicite l'effectivité de ces droits. Alors, je vois qu'on est un petit peu la course contre le temps. On va aborder la dernière partie, qui est quand même la partie aussi où je pense vous allez pouvoir trouver des outils importants par rapport aux questions
qui peuvent se poser en termes de dilemme éthique. Liberté, sécurité, liberté, intégrité, qu'est-ce qu'on va favoriser, comment construire une réponse adaptée. Alors, les cadres légal, il ne pose pas des règles tout à fait claires. Il y a quelques éléments juridiques sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Mais on se rend compte que le débat, il est éminemment éthique et que on s'appuie aujourd'hui surtout sur des normes professionnelles souples sur la question de la liberté d'aller venir. On l'a déjà cité plusieurs fois à la conférence des consensus. Il y a aussi une recommandation de la ANAS sur l'évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé concernant l'utilisation de la contention. On a des recommandations de bonnes pratiques concernant les comportements problèmes et les espaces de calme-retrait. On a la charte de droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance de 2007 qui donne d'autres recommandations. C'est vrai que, comme je l'ai indiqué en début de webinaire, nous avons des éléments sur l'utilisation des restrictions à la liberté d'aller venir dans cet article qui a été créé par la loi ASV de 2015, hein, l'article 311-4-1 du Code de l'action sociale et des familles, où on dit que toute limitation à la liberté d'aller et venir dans les établissements et les services accueillant des personnes âgées doit être proportionnée et rendue nécessaire par l'état de la personne. Donc, c'est pour la première fois, on voit inscrire le fait que l'utilisation des contentions, des restrictions, donc des contentions aussi à la liberté d'aller et venir de la personne, doit être justifiée et doit être proportionné et doit être pris dans l'intérêt de la personne. Ces mesures doivent être prises dans l'intérêt de la personne et doivent faire plutôt l'objet d'une annexe au contrat de séjour, c'est-à-dire qu'elles doivent être formalisées. Donc, une annexe au contrat de séjour qui doit être signée. Alors, c'est assez emblématique parce que je me souviens de cet établissement dans lequel on m'a montré l'annexe au contrat de séjour pour la personne qui pouvait sortir et non pas pour indiquer que justement il y avait des restrictions à la liberté d'aller venir. C'est-à-dire que la règle, c'était la restriction et que lorsque on permettait à telle personne de sortir, on avait fait l'annexe au contrat de séjour. Or, la logique est vraiment complètement à l'envers. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, et si on essaye d'étendre un petit peu ce principe à l'ensemble des établissements et services du secteur comme une bonne pratique, que ce soit une annexe au contrat de séjour ou bien le projet personnalisé, la bonne pratique, c'est effectivement de pouvoir personnaliser et formaliser tout cela au sein d'un document qui soit signé et donc qui ait reçu le consentement de la personne. Mais on va y aller par étapes. Une restriction du principe fondamental de la liberté d'aller venir ne peut être justifiée que lorsqu'on est confronté à un risque. Donc, d'une part, on peut être confronté à un risque global. Donc, lorsque ces risques concernent l'ensemble des personnes accueillies, où il s'agit d'une situation commune, il y a des mesures collectives, effectivement, qui peuvent être mises en place pour essayer, effectivement, de prendre en compte ces risques en limitant la liberté d'aller venir des personnes, mais de façon à certaines conditions. Donc, ce nouvel article du Code de l'action sociale et des familles nous dit que, par exemple, on peut dédier un espace d'un établissement pour créer une unité de vie protégée, donc accueillir des personnes avec des pathologies ou des déficiences spécifiques qui pourraient présenter un risque pour les autres ou pour elles-mêmes, mais cela doit être fait suite à une évaluation préalable, à une réévaluation en équipe pluridisciplinaire, et ça doit être inscrit dans un règlement de fonctionnement. Donc, on ne rentre pas dans une unité protégée sans une évaluation, et cette évaluation doit être aussi répétée dans le temps.
Les situations de restriction globale de la liberté d'aller et venir doivent toutefois rester l'exception. C'est plutôt lorsque le risque devient individuel, lorsque le risque est individuel, que nous allons du coup intervenir avec justement quelque chose d'adapté pour la personne. Donc, lorsqu'il est lié à une caractéristique propre à la personne, on va identifier de façon objective et par différents critères euh, l'état de la personne. On va faire une évaluation multidimensionnelle. On ne va pas se limiter, par exemple, exclusivement à une évaluation médicale. On va prendre en compte toutes les capacités de la personne. On va aussi prendre en compte éventuellement les événements indésirables qui ont, du coup, qui appuient l'identification de ces risques qui ont pu avoir lieu par le passé. Et on ne va surtout pas intervenir avec une privation globale de la liberté, mais on va plutôt intervenir avec des mesures spécifiques qui vont faire l'objet, effectivement, comme on le disait, d'une annexe au contrat de séjour ou bien d'une mise à jour du projet personnalisé. Et cette restriction donc personnalisée doit toujours être réévaluée avec la personne et l'équipe pluridisciplinaire. Mais je veux bien effectivement, Ludivine, que vous nous explicitiez, parce que vous avez des pratiques quand même plutôt voilà, exemplaires, je dirais, hein, dans l'utilisation de ces restrictions individuelles, que ce soit dans la libre circulation des enfants, mais également dans les pratiques plus poussées relatives, on va dire, à la contention de certains enfants qui pourraient effectivement nécessiter ce type d'intervention spécifique. En effet, donc nous, tous les jeunes qui ont la capacité de pouvoir circuler au sein de l'établissement le font seuls. Donc l'enceinte extérieure, elle est fermée par un portail, mais comme ce qu'on peut retrouver dans les établissements scolaires. À notre niveau, éventuellement, les jeunes entre 12 et 14 ans qui auraient validé une autorisation de déplacement sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'avec l'éducateur, on s'est bien assuré qu'ils sont en capacité de se déplacer sur l'extérieur pourrait avoir une autorisation complémentaire. Mais comme on est sur des plus jeunes, on est plutôt sur de la circulation à l'intérieur de l'établissement, mais aussi dans les cours. Si un jeune souhaite aller dans la cour, il peut y aller de façon autonome. Donc, on ne généralise pas la restriction, on individualise bien la circulation des enfants. Et pour les enfants qui sont un peu moins autonomes ou qui sont en cours d'apprentissage, qui peuvent avoir un peu d'insécurité, notamment dans les escaliers, ou ce qu'on fait, c'est qu'ils peuvent se déplacer quand ils sont en cours d'autonomie avec des badges d'identification. Et donc, sur leur badge est indiquée la mission. Donc, s'ils doivent se rendre au secrétariat, au photocopieur pour récupérer des documents parce qu'il est parti en mission, ou s'il se rend en cours de récréation parce qu'il a un temps de détente, un temps de décharge, ça permet que les professionnels qui sont assez sensibilisés dans les couloirs guident l'enfant s'il le voit perdu pour pouvoir rejoindre voilà, l'endroit où il doit aller. On a aussi des enfants qui sont non-verbaux. Donc, pour les enfants qui sont verbaux, ils peuvent s'exprimer. Pour les enfants non-verbaux, on a eu l'idée de ce badge d'identification. On travaille notamment sur de la signalétique dans les couloirs, permettant aux enfants de ne pas se perdre et de rejoindre le plus facilement possible le lieu recherché, puisqu'on a des bâtiments qui sont quand même assez grands. Et ce qu'on a mis en place notamment, c'est la paire et danse. Donc le fait qu'un enfant puisse se déplacer avec un autre enfant et pas forcément avec un adulte lorsqu'il est en cours d'apprentissage. Et donc on estompe aussi l'accompagnement de l'enfant pour lui donner le plus d'autonomie possible. Et tout ça, c'est formalisé dans son projet d'accompagnement. On peut parfois avoir des enfants pour lesquels on restreint très progressivement la liberté de circulation dans les couloirs. On a
un enfant dernièrement qui pouvait avoir tendance à aller embêter les autres lorsqu'il devait juste se rendre au réfectoire remplir sa gourde. Donc, on a remis pendant 15 jours un accompagnement en binôme et il avait un tableau de comportement et au moment où voilà, il aurait validé sans difficulté de nouveau ses circulations, on lève le déplacement en binôme. Vous voulez que j'aborde les contentions également Oui, dans la oui, même idée? également, oui. Oui, Donc, oui, tout à au fait. sein de l'établissement, on a plusieurs moyens, en tout cas, de restreindre ou de réduire la liberté dans les mouvements, mais vraiment pour une question de sécurité. On l'a dit plusieurs fois dans le cours du webinaire, c'est vraiment la balance analyse-risque et il y a des enfants qui peuvent être en insécurité si on leur laisse une liberté de circulation, notamment si il y a de l'auto-agressivité, de l'hétéro-agressivité, des gros problèmes de comportement. Donc on a un bloc ceinture qui peut être utilisé dans les véhicules pour éviter que l'enfant se détache et puisse voilà, causer du tort au conducteur ou alors se mettre en danger s'il se détache. On a également une salle de retour au calme pour les enfants qui ont des troubles du comportement et qui peuvent être dans une forte agressivité avec un besoin de rejoindre une salle hyposensorielle où il va pouvoir redescendre un peu. Et on a aussi, avant d'arriver à ces moyens-là, une salle zen, d'autres endroits. Et donc, ça doit vraiment être, la restriction, ça doit vraiment être la dernière réponse. Donc, pour cela, on a des procédures qui sont écrites, rédigées avec les professionnels que l'on réactualise et tous les moyens de contention, de restriction qui sont utilisés, que ce soit le bloc ceinture, la salle. On a aussi un canoë de compression pour les enfants qui ont besoin de sensations au niveau de proprioceptif. Tout passe par le médecin. La prescription, elle est obligatoire et l'autorisation des parents aussi. Et même si l'enfant a un jeune âge ou est en difficulté, on essaie d'adapter notre discours et de lui expliquer aussi pourquoi on utilise ces moyens. Et ces moyens sont bien sûr encadrés en temps, en utilisation. On a un registre de suivi et on revient également en équipe pluridisciplinaire sur l'analyse des causes. Qu'est-ce qui a déclenché le comportement? Qu'est-ce qui a fait qu'on a dû avoir recours à ce type de pratique? Et comment on fait pour mettre tout en place pour les lever dès que possible? Parce que l'idée, c'est vraiment de ne pas les faire perdurer, mais de réévaluer constamment ces moyens de restriction ou de contention. Merci Ludivine. Vous avez été très concise. Oui, C'est j'ai le temps essayé. Je qu'est. sais qu'au niveau du temps, on est limite, donc j'ai essayé de, voilà, Merci d'inclure. beaucoup. Non, mais c'est très bien. Je pense qu'effectivement, on va un petit peu atteindre la fin de notre webinaire où on souhaite quand même donner effectivement quelques derniers éléments de conseils, les éléments qu'on souhaite retenir en fait de tout ce qu'on a pu proposer, témoigner. Notamment voilà, dans les conditions, je pense que c'est important hein, par rapport aux conditions de mise en place de restrictions à la liberté d'aller venir, vous l'avez dit, la situation doit s'analyser dans la globalité, la situation de la personne, et on doit toujours se baser sur la prévention individuelle du risque, non pas sur un principe général de précaution. On est dans une logique de transparence. Donc, on est toujours dans la recherche du consentement de la personne ou de ses représentants légaux Représentant. par, voilà. Et même quand il y a un représentant légal, comme vous le disiez, même l'enfant, on essaye de lui expliquer le fonctionnement, pourquoi on le met en place. Et là, on parle d'enfants. Mais en parlant d'enfants, on parle aussi des personnes âgées qui ont perdu leur capacité cognitive, qui ont des capacités cognitives altérées. La mise en place, effectivement, des dispositifs à leur insu, ce serait une Et c'est pratique vrai que un je ne l'ai peu pas à précisé, mais bannir.
ce n'est pas une punition. Et ça, faut l'avoir en tête non plus. On ne punit pas ou on prive pas la personne. C'est vraiment pour sa sécurité ou la sécurité des autres. Mais ça doit pas être un moyen utilisé parce que voilà, il a fait de travers ou parce que il n'a pas bien fait quelque chose. Donc ça, bien l'avoir en tête, en effet. Bien sûr. Et puis, vous avez dit aussi, c'est les derniers recours, là, les questions de contention, des limitations des libertés. Donc, on aura essayé auparavant toute une autre série de mesures. Et quand on l'a mis en place, c'est par prescription médicale. Et c'est bien sûr constamment évalué, réévalué ou fait Mm. l'objet d'un retour d'expérience avec les équipes. Tout à fait. Donc, je pense qu'on pourrait conclure, Ludivine, sur l'accompagnement hein, que vous avez mis en place pour les équipes, ce que vous avez pu leur mettre à disposition aussi pour pouvoir justement les acculturer à ces questionnements de la liberté d'aller venir et les accompagner de ce fait. Oui, c'est ça. On avait travaillé sur groupe de démarche qualité pour s'approprier les notions de la liberté d'aller venir. On a une procédure voilà, de 4 ou 5 pages, mais on a décidé de créer une affiche pour avoir en tête voilà, les différentes valeurs, les différents principes. Donc bien avoir à l'idée la sécurité, la liberté et toujours la balance bénéfice-risque. Donc, c'est le paradoxe qui est illustré sur l'affiche. Respecter les réglementations de circulation des personnes. Donc, au niveau structurel, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui, mais en effet, on peut parfois avoir des adaptations, des ajustements sur des poignées de porte, des marchepieds, par exemple. On a des plus jeunes enfants aujourd'hui qui n'attendent pas le lavabo ou d'autres choses. Donc, il faut qu'on puisse s'adapter au maximum pour qu'ils puissent faire seuls. Adapter aussi la signalétique si on souhaite qu'ils puissent circuler librement et en toute sécurité, c'est nous adapter notre signalétique, notre communication, de mettre à disposition toutes les informations, alors sur les activités, mais aussi sur l'établissement pour le consentement, on en parlait tout à l'heure, éclairé, puisqu'on en a parlé pour les établissements, mais pour les activités, c'est pareil. On essaie vraiment que les enfants puissent choisir leurs activités, nous indiquer s'il y a une activité qu'ils ne souhaitent pas faire et trouver des solutions alternatives et une réflexion éthique, puis forcément, on est confronté tous les jours à des situations où bah, est-ce qu'on restreint pas, on a tout essayé. Et le fait de partager en équipe, de prendre du recul, d'être en équipe pluridisciplinaire et aussi avec des personnes extérieures, de se poser, ça nous permet d'avancer sur nos pratiques et de nous améliorer au quotidien. Et vous me disiez aussi que vous leur faisiez des petits quiz de temps en temps pour voilà, évaluer un petit Oui, peu oui, les oui. pratiques de On façon essaie ludique. de garder une fois par an. C'est ça, des quiz. Et donc, on essaie d'avoir des quiz de façon humoristique pour que ça puisse marquer les esprits. Et puis aussi se réinterroger en se disant, bah, c'est vrai que je le sais, mais est-ce que je le fais? On manque parfois de temps, on est pris dans le quotidien. Donc, ces petits quiz permettent des piqûres de rappel. Et quand on est dans l'émotion d'un outil, souvent, on s'en souvient. Donc, voilà, on essaie de faire ou des petites. Mm. On a fait des quiz l'année dernière. Cette année, on a fait des petites vidéos. Il y en a qui ont accepté d'être acteurs et donc qui jouaient la place de l'enfant, la place du professionnel et ont provoqué volontairement une situation pour faire débat et puis faire réfléchir. Bon, super. Merci Ludivine. De Alors, rien. je conclurai juste avec cette diapositive, encore des préconisations de la conférence de consensus pour chaque prise de décision qui concerne donc la restriction à la liberté d'aller venir. On passe par une collégialité de la décision, la recherche préalable des alternatives possibles, la proportionnalité de la mesure de privation de liberté, l'adaptabilité dans le temps et dans l'espace, qui soit révisable à tout moment et au moins tous les 6 mois, mais voire moins si possible. Un protocole définissant le cadre de l'intervention et les schémas à suivre.
le suivi de la personne par un référent formé et la révision périodique de la mesure et son adaptation dans la durée. Voilà ce qu'on avait vous partager avec Ludivine. On vous remercie de votre attention. Je vous rappelle juste que nous aurons un autre webinaire qui sera proposé donc le jeudi 24 septembre sur le thème de la bientraitance. Et voilà, on vous souhaite une très bonne continuation. Encore un grand merci à Ludivine d'avoir participé avec nous. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.